Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Heureux sommes-nous de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Le gouvernement Talon a pris la résolution de projeter le Bénin dans l'avenir. C'est à travers la formulation de la vision nationale de développement Bénin 2060. Le processus de formulation a été officiellement lancé jeudi 23 novembre 2023 à Cotonou et placé sous la direction du vice-président du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective, Monsieur Abdoulaye Biotchane. Il est l'actuel ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui justifie cette volonté au sommet de l'État? Quel est le couloir tracé pour l'élaboration de cette vision prospective? Quels sont les secteurs qui focalisent les attentions pour un mieux-être de tous? Que retenir de la vision 2025 à la FIA dont l'échéance est imminente? Voilà autant de préoccupations au cœur de votre émission dominicale de vérité franc-parler. Pour la circonstance, nous recevons Dr Eudoxie Bessan Ayedou, conseillère technique à l'économie du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'est un devoir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tikpe, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et à 11h15, vous aurez donc l'opportunité, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons aussi vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Je reviens à vous. Et oui, docteur Eudoxie Bessan Ayedou, je suppose que si pour être conseiller technique à l'économie, il faut vraiment maîtriser l'économie. Vous êtes docteur en sciences économiques. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? Parce que toujours, je focalise un peu l'attention sur nos invités pour que les auditeurs connaissent davantage les invités qui passent par ici. Est-ce qu'on peut mieux vous connaître en tant que quelqu'un qui maîtrise la matière en économie? Je pense que vous avez dit l'essentiel. Oui. Donc, je suis docteur en économie, spécialité commerce international, commerce transfrontalier, et commerce informel, ce qui est propre à nos économies en Afrique subsaharienne. Je suis auteur de plusieurs articles que vous pouvez retrouver sur les plateformes de recherche. Donc, je travaille notamment dans le commerce international, mais vous dans les pouvez regarder politiques. la caméra. Hein. Aussi, dans la formation du capital humain, j'ai des articles dans ce sens-là. Je suis membre de plusieurs laboratoires, dont le laboratoire d'économie publique de l'université d'Abomey-Calavi et le laboratoire dionysien de l'université Paris 1, dont je suis membre. Je suis membre de plusieurs centres de recherche et de réseaux de chercheurs en Afrique subsaharienne. Je pourrais citer en exemple le think tank de l'UEMOA et le consortium de recherche en économie de l'African Research qui est basé au Kenya. Donc voilà, pour faire quoi. Alors comment vous avez fait pour vous retrouver aux côtés du ministre d'État? On vous a identifié ou bien vous avez été balancé par les politiques? Je ne pense pas que vous ayez déjà entendu mon nom dans une organisation politique. Donc, je pense que j'ai été identifié. Et au-delà de tout ça, je pense aussi qu'il y a la grâce de Dieu qui a travaillé en ma faveur. Parce que c'est sûr, des économistes de mon rang, il y en a plein et beaucoup plus talentueux que moi. Mais c'est tombé sur moi. Et gloire à Dieu, je suis là et ça fait déjà 2 ans.
Alors, vous étiez sur place avant votre nomination, ou bien vous êtes parmi ceux qui sont donc appelés de l'extérieur pour venir coacher ou et donner les notions pour qu'on puisse mieux se porter économiquement? Non, pas du tout. Oui. Je suis un pur produit du Bénin. D'accord. Ou de l'Afrique subsaharienne. Okay. J'ai fait mes études, mon master, c'était un master sous-régional, le PTCI. Okay. Et j'ai fait mon doctorat entre Dakar et Cotonou. Ne soyez pas gênés de tout nous dire. Non, ici, je suis totalement... Oui. Donc, j'ai fait tout mon cursus ici au Bénin et en Afrique, notamment à Dakar. J'ai fait des séjours de recherche à l'Université Paris et Saint-Denis. Mais je suis un peu produit du Bénin. J'ai eu droit aux subventions de l'État. Donc, j'étais boursière. Au PTC, j'étais boursière. Pour mon doctorat, j'étais boursière. Donc, je suis un peu produit. Il n'y a pas eu à aller m'expatrier de quelque part. Il n'y a pas de souci. Donc, on retient très bien que c'est votre connaissance en économie qui vous a amené donc au ministère du Développement, aux côtés du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Et donc, pour ce travail qui a été donc amorcé, vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre. Alors, d'où vient l'idée de l'élaboration d'une vision à l'échelle 2060 pour le Bénin? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, nous sommes impliqués et j'aurais pu compléter ça à ma présentation tout à l'heure. Je suis membre du comité technique de pilotage du processus d'élaboration de la vision. Donc, quelque part, je suis bien placée pour en parler. Alors, avant de répondre à votre question qui est très pertinente, pourquoi la vision 2060, d'abord, il faut qu'on s'entende sur ce qu'est une vision. Donc, de façon générale, une vision, c'est la manière dont nous nous projetons dans l'avenir. Donc, c'est comment nous nous voyons dans l'avenir. Et une vision nationale, c'est l'ensemble des Béninois qui se projettent à un horizon donné. Cet horizon est généralement de long terme. Comme la vision à la FIA 2025, c'est de 25 ans. Ou celle-ci, elle est un peu plus longue. Pourquoi pas 50? Et vous avez choisi d'aller à 60. Vous posez une question dans une question. Mais c'est très intéressant. Il y a deux raisons. Oui. D'accord. Il y a deux raisons. Premièrement, parce que 100 ans, et qu'est-ce que je dis 2060, d'accord, ça fait 100 ans après l'indépendance. Donc c'est pour un temps soit peu commémorer cet événement très important de notre accession à l'indépendance. Que 1960. 1960, 2060, ça fait 100 ans. Donc 100 ans après les indépendances, comment est-ce que les Béninois se projettent dans l'avenir? C'est un peu ça. L'autre raison, c'est de façon technique. C'est une raison plutôt technique. Technique pourquoi? Parce qu'il est important que le Bénin se dote d'accord de moyens d'anticipation pour faire face à tous ces changements, à toutes ces mutations, à tous ces chocs que nous subissons et qui sont qui viennent du monde entier, donc des chocs exogènes. Donc, quand je veux parler de ces chocs-là, je parlerai tout de suite du changement climatique. Je parlerai aujourd'hui du développement des TIC avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait couler beaucoup d'encre. Je parlerai aujourd'hui du développement durable. Donc, c'est non seulement, il y a le quid du développement économique et social, mais il y a aussi le développement durable qui prend en compte un développement pérenne et un développement qui permet de garantir un avenir aux futures générations. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable. Aucun développement aujourd'hui ne peut se faire sans cet aspect qui est très important. Aujourd'hui, il y a des questions sécuritaires qui sont importantes. Il y a des questions de promotion du genre qui sont importantes, de protection de l'enfant qui sont importantes, qu'il faut prendre en compte. Donc, la vision telle que nous l'avons, nous la projetons à l'horizon 2060. Donc, premièrement, pour commémorer les 100 ans d'indépendance et deuxièmement, pour doper le Bénin à faire face à tous ces chocs-là qui peuvent ébranler nos économies. Donc, définir des mesures d'anticipation pour pouvoir le faire. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que cette idée est née? Premièrement, c'est pour... la première idée, c'est justement la recherche de l'efficacité. La recherche de l'efficacité dans nos politiques de développement. Tenez,
il faut, pour mieux gérer le développement d'un pays, d'accord. Pour mieux conduire le développement. Voilà, pour mieux conduire le développement d'un pays, si vous voulez, c'est d'abord il faut savoir allier ou combiner la prospective à la planification à la programmation. La prospective plutôt, qui est une vision à long terme, d'accord. La planification, une vision à moyen terme, et la programmation qui est plutôt dans l'opérationnel, donc dans le court terme. Donc c'est important que le Bénin puisse travailler à cela. Alors la nouvelle vision met l'accent justement sur la prospective dans 35 ans, après 2025, comment est-ce que nous voulons voir le Bénin? Comment est-ce que les Béninois voient leurs désidérata? Comment est-ce qu'on prend en compte les aspirations des Béninois? Et c'est important que le pays puisse déterminer au fait cette vision-là. D'elle découle tout le développement, mais toutes les mesures, les orientations stratégiques pour son développement. Tenez, pour Alafia 2025, il n'y a eu aucun document, d'accord, stratégique qui puisse vraiment définir, d'accord, cette vision, mettre en œuvre cette vision qui est très belle, qui est très bien pensée. Et on a dû rattraper 15 ans d'inexistence de ces documents-là avec le plan national de développement, le PND, sur la période 2018-2025. Et de ce plan, de ce PND-là, a découlé les 2 programmes d'action du gouvernement qui met aujourd'hui à l'opérationnel tout ce que nous voulons voir réalisé dans notre pays. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, on peut un tant soit peu mettre le doigt sur ce que la vision a permis d'obtenir à l'horizon 2020, à l'horizon 2025. D'accord. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée pour laquelle l'élaboration... Pourquoi vous n'avez pas attendu 2025 avant d'amorcer le processus pour faire quand même le bilan de ce qui a été donc fait jusqu'en 2025 avant d'amorcer le processus? Monsieur Naoum, oui. En fait... Les chocs aujourd'hui sont tellement violents que un gouvernement, un État a 4 attitudes à avoir. Premièrement, il peut être passif. D'accord. D'accord, il regarde et il subit. Un ignorant qui ne sait pas. Il peut être réactif, c'est-à-dire il agit dans l'urgence. D'accord, dans l'urgence, c'est déjà trop tard. Il peut être préactif, donc il anticipe, il peut être proactif. Le gouvernement du président Talon a décidé d'être préactif et d'être proactif. Donc définir les mesures d'anticipation pour mieux faire face aux différents chocs, au développement auquel nous aspirons. C'est un peu ce pourquoi on n'attend pas la fin de la vision, mais dès maintenant, on se prépare à pouvoir mieux faire face aux challenges qui nous attendent. Selon vous, quelle perception les populations doivent avoir concrètement de cette option du gouvernement de projeter le Bénin jusqu'en 2060? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vision... Je vous pose la question parce que dès que certaines personnes ont entendu Bénin 2060, les connotations sont allées beaucoup plus côté politique. Est-ce que le système qui est là veut aller jusqu'en 2060? Est-ce que c'est le message qu'on nous envoie? Donc c'est pourquoi je vous repose la question. Quelle perception les Béninois, les populations doivent avoir concrètement de cette option? Ce qu'il faut savoir par rapport à la vision 2060, c'est que le Bénin veut se projeter. Ça n'a rien à voir avec le politique, avec les hommes. On se projette, on a une vision à long terme. Les moyens peuvent changer, les hommes peuvent changer, mais la vision, parce qu'elle est nationale, parce qu'elle prend en compte la vie de tous les Béninois, il faut que cette vision-là soit atteinte, même si les hommes changent, même si les moyens ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi, en fait, cette vision suit un processus qui est assez inclusif, qui est assez participatif. C'est d'abord le travail de tous les Béninois, et justement le ministère du Développement va s'atteler à ce que toutes les parties prenantes, toutes les forces vives de la nation puissent vraiment trouver leur mot à dire,
vraiment s'identifier à cette vision qu'on aura définie ensemble. D'accord. Rien à voir avec le politique. On regarde ça juste le développement. Comme une mission technique. Exactement. D'accord. Alors, quelle est la mission qui est assignée au ministère, donc je dirais au ministère du Développement? La mission qui est assignée au ministère du Développement, vous savez, dans l'AOF du ministère, nous avons comme prérogative la coordination de l'action gouvernementale. Tout à fait. Et en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale, nous serons beaucoup plus dans tout le processus de la formulation. Donc, comme vous pouvez le savoir, le processus de la formulation est en 3 étapes. La première étape, c'était l'étape de préparation. Il y a la deuxième étape qui est l'étape opérationnelle et la troisième étape, l'étape d'appropriation et d'adoption. Donc, le ministère... On est où maintenant? Actuellement, on vient de boucler l'étape préparatoire. Nous sommes en plein dans l'étape opérationnelle. Et l'étape opérationnelle va consister en, premièrement, évaluer les stratégies. Dites-nous d'abord, oui, en période préparatoire, qu'est-ce qui a été fait? En période préparatoire, d'abord, la première chose qui a été faite, c'est d'installer un cadre institutionnel. Okay. Un cadre institutionnel qui a été formellement mis en place par le décret 2002-446 du 20 juillet 2022, où le cadre institutionnel qui va permettre d'encadrer tout le processus a été mis en place. Dans ce cadre institutionnel, il y a justement le comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective, d'accord, qui est constitué de 8 membres, dont le président de la République est le président de ce comité-là. Ensuite, le vice-président, c'est le ministre d'État chargé du développement. Ensuite, il y a un membre le président de la commission au transport de l'Assemblée nationale. Il y a le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation. Je ne pourrais pas citer tous, mais ce comité-là va valider toutes les options qui seront proposées pour l'élaboration de la vision. Donc, quand les techniciens vont travailler, tout sera reversé au niveau de ce comité pour la validation. Pour la validation. Mais au-delà de la validation, le comité va se charger de faciliter des moyens pour justement la bonne élaboration de cette vision. Donc, après ce comité-là, nous avons le comité technique de pilotage de la réflexion prospective qui est vraiment l'ensemble de tous les agents qui pourront apporter leur expertise, qui pourront apporter leur réflexion à la construction de cette vision. C'est dans ce comité que vous Dans ce comité-là que je suis, et dans ce comité, c'est le directeur de cabinet, le professeur Alastair Linsator, qui en est le président, et il y a le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qui est le vice-président. Il y a un deuxième vice-président, il y a des rapporteurs, et il y a des experts comme nous qui seront constitués. À part nous, bien sûr, il y a le DG de l'Estade, il y a le DG de l'économie, il y a plusieurs autres têtes bien pensantes qui sont dans ce comité-là, qui vont permettre de formuler, construire la vision 2060. À part ce comité, il y aura le secrétariat technique. Le secrétariat technique, c'est ceux-là qui vont se charger des tâches quotidiennes autour de l'élaboration de la vision. Et un cadre très important, d'accord, de ce cadre institutionnel, c'est les groupes thématiques. D'accord. Voilà. C'est les groupes thématiques, et au nombre des groupes thématiques, on en a 5. Donc, il y a un groupe thématique social, un groupe thématique économie, un groupe thématique environnement, un groupe thématique gouvernance, un groupe thématique partenariat et coopération. Et au sein de ces groupes thématiques-là, il y aura toutes les parties prenantes. Et quand je dis les parties prenantes, c'est les organisations de la société civile. Il y aura les jeunes, il y aura les responsables religieux, il y aura les chefs d'entreprise, le secteur privé, il y aura les partenaires financiers et techniques, il y aura toute la représentation de la couche de la population béninoise, afin que toutes les aspirations soient transcrites et prises en compte dans la formulation. Donc le ministère du Développement va se charger de coordonner tous ces différents cadres-là et de faire le suivi
pour que l'élaboration à fin 2025... Donc tout ça, c'est la phase préparatoire. Non. Oui. Non, ça c'est la phase opérationnelle. On vient de finir la phase préparatoire avec le lancement de l'élaboration du processus. Donc dans la phase opérationnelle, il y a tout ce cadre-là qui va prendre vie, qui va s'animer. Il y a bien sûr des périodes d'animation de ces cadres-là selon le degré de travail qu'ils doivent fournir. Ça sera par mois ou par trimestre selon le cadre que je viens de citer. Alors, quelle est la stratégie que vous voulez vraiment déployer pour que tous les Béninois puissent se retrouver dans ce travail? Oui, c'est ce que je viens de dire. La stratégie, justement, on pourrait bien s'arrêter sur le secrétariat technique, mais on a défini des groupes thématiques. Et au sein de ces groupes thématiques-là, tous les jeunes, un jeune peut s'y retrouver. Une maman vendeuse à Tokpa peut s'y retrouver. Un responsable religieux peut s'y retrouver. En tout cas, toute la représentation de la couche... Est-ce que les journalistes aussi vont se retrouver bien dedans? Sûr, vous faites partie de l'organisation civile, donc vous pouvez et vous devez en faire partie. Donc c'est ouvert. Et le ministère du Développement va s'assurer que le processus soit assez participatif, que les débats soient assez ouverts pour prendre en compte l'aspiration. Parce que si au finish de ce processus, on définit une vision et à travers laquelle les Béninois ne se retrouvent pas, on aurait échoué. Donc pour éviter cela, on prend vraiment à cœur le côté participatif et assez inclusif de tous les Béninois. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été l'une des raisons du résultat mitigé que nous voyons de la mise en œuvre de la vision 2025. C'est le manque de communication autour de cette vision-là. Mais cette fois-ci, nous voulons prendre en compte que tous les Béninois puissent participer et avoir leur mot à dire dans l'élaboration de ce que nous voulons voir du Bénin d'ici 35, 37 ans. Sur quelle base vous voulez faire ce travail? Parce que c'est vrai, il faut projeter le Bénin en 2060. Mais vous basez sur quoi? Quel Bénin? Vous basez sur quel Bénin? Votre question est c'est difficile. Un peu difficile. Nous basons, en fait, l'élaboration de la vision, c'est une réflexion pour le futur à partir du contexte actuel. D'accord. Aujourd'hui, sur quoi nous nous basons? Avec la mise en œuvre, l'élaboration du PND et des 2 PAG, il y a un certain nombre de résultats qui sont mesurables et au nombre desquels on peut voir déjà, ce que je dois dire, c'est que la vision 2025 prévoyait quoi? Qu'à l'horizon 2025, nous aurons un taux de croissance de 10%. Grâce à cette opérationnalisation de la vision, grâce au PND, au PAG, nous n'avons pas pu atteindre les 10%, mais nous avons pu aller jusqu'à 7,2%. Donc, en moyenne, 6% depuis 2016. La faute est à qui? Je ne pourrais pas... L'heure n'est pas à désigner qui a fait quoi, qui n'a pas fait. L'heure qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Donc, voilà un résultat palpable. Aujourd'hui, nous avons grâce à ces documents d'opérationnalisation, nous avons la zone de Glodjigbe, la zone économique spéciale de Glodjigbe, qui aujourd'hui nous permet de construire notre tissu industriel. Et ce n'est un secret pour personne lorsqu'on dit un pays ne peut pas se développer sans développer son tissu industriel qui est porteur de valeur ajoutée, donc de création de valeur, de création d'emplois et de création de richesses. Et aujourd'hui, nous avons cet apport, nous avons nous avons aujourd'hui la réforme structurelle qui fait qu'aujourd'hui, toute l'administration publique est en train d'aller vers la dématérialisation, vers la digitalisation. Nous avons la lutte contre la corruption qui, c'est vrai, n'est pas encore au niveau où on voudrait la voir, mais
est de manière à mettre un esprit patriotique dans le cœur du citoyen béninois et à s'identifier dans le Bénin d'aujourd'hui. Nous avons, comme nous pouvons tous le constater, le développement infrastructurel qui est ici aujourd'hui avec l'asphaltage dans toutes les villes du Bénin. Donc le développement territorial qui n'est pas et qui se veut équitable. Au-delà de cela, aussi le niveau social. Au niveau social, nous avons aujourd'hui la mise en œuvre des programmes sociaux comme le H. D'accord? On a le H, l'assurance maladie pour tous. On a aujourd'hui le programme microcrédit à la FIA. On a le BSOK. Et tout ça, c'est des programmes de filets sociaux pour pouvoir aider les populations béninoises. Au-delà de cela, je parlais tout à l'heure du tissu industriel. Et ce tissu industriel peut être rentable ou peut être viable que si on a la main-d'œuvre qui accompagne cela. De qualité. La main-d'œuvre de qualité, la main-d'œuvre adaptée. Et c'est pour cela nous avons défini au ministère du Développement, mais élaboré plutôt la stratégie EFTP, donc la stratégie de l'enseignement technique et professionnel qui se donne comme objectif de renverser la tendance, amener plus de jeunes vers la formation technique. Plus précisément, 70% de nos jeunes sortiront de nos universités avec un background technique qui peut faire prévaloir sur le marché de l'emploi et qui est plus en adéquation, d'accord, avec ce que le marché de l'emploi béninois demande. Donc c'est avec tout ça, avec toutes ces réalisations que nous allons vers la formulation de la vision 2060. Et avec cela, nous ne dédaignons pas toutes les contraintes que je viens de citer. Donc, on a ça aujourd'hui. Voilà les contraintes en lien avec le changement climatique. Voilà les contraintes avec le développement de l'Internet, la révolution de l'Internet, si je peux le dire ainsi. Voilà les contraintes avec la sécurité alimentaire, la sécurité territoriale. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on veut voir le Bénin? Ça sera défini dans la vision 2060. Donc, on ne parle pas de rien, on parle de quelque chose. Et ce quelque chose-là, sur l'existant, et cet existant-là, tous les Béninois peuvent le toucher du doigt. À l'échelle 2060, 2060, comme on le dit très bien, le gouvernement actuel doit forcément avoir des ambitions qui sont clairement définies. Et connaissant celui qui nous gouverne et autres, il a certainement donné des points clés sur lesquels vous aurez donc à travailler. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces points? Ou bien on vous a dit, allez-y, réfléchissez, on va voir. C'est ça? Non, les ambitions du gouvernement sont claires. Premièrement, comme je vous l'ai dit, oubliez tous les aspects politiques. Premièrement, c'est d'assurer la pérennisation de l'acquis et des acquis plutôt, s'assurer de cela et éviter le rétro-pédalage. Parce qu'on a pour tendance de voir qu'à chaque nouveau gouvernement, il y a une nouvelle tendance qui arrive. Chacun vient avec ce qu'il veut, chacun vient avec son plan, fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. La société civile n'a pas le pouvoir d'exiger quoi que ce soit. Et le gouvernement a pris conscience de cela et nous avons vu que depuis 1960 jusqu'à nos jours, cette manière de faire là n'augure pas de bon, ne nous permet pas de nous développer, ou plutôt nous retient dans les inerties qui font que le pays n'avance pas. Donc c'est pour résoudre cela. Premièrement, on va s'assurer qu'il y a la pérennisation des acquis. Donc un gouvernement ne viendra pas s'installer et dire: oh, les anciens gouvernements n'ont rien fait. Nous, c'est nous qui avons la lumière, c'est nous qui voulons tout faire. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'on prend ce qui a été fait pour avancer? Deuxièmement, comme je le disais, éviter le rétropédalage. Troisièmement, garantir le respect des orientations stratégiques de développement à long terme qui seront définies dans la vision. Quatrièmement, mettre en place des instruments de planification. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Naoum. Pour évaluer la vision 2025, ça a été très difficile parce qu'il y avait
pas des indicateurs d'évaluation. Ça n'avait pas été défini. Les cadres d'évaluation n'avaient pas été définis. Okay. Et c'était compliqué. Donc aujourd'hui, l'ambition du gouvernement, c'est de pouvoir garantir, c'est de pouvoir mettre en place ces instruments-là et enfin standardiser les méthodes et outils de planification. C'est ça les ambitions. C'est-à-dire que lorsque nous voulons évaluer une politique de développement, chacun ne va pas définir son cadre d'évaluation. Okay. Ça sera les mêmes indicateurs. De telle sorte que vous, monsieur Honoré Naoum, vous pouvez prendre cet indicateur-là, le vérifier sur une longue période donnée et dire tel gouvernement, tel chef de gouvernement, vous avez promis faire ci, vous avez promis faire ça, voilà l'indicateur qui le dit, vous n'y êtes pas encore, vous êtes en mesure de demander des comptes. Et le gouvernement du président Talon va aller plus loin en définissant un cadre législatif. Un cadre, est-ce que je vais dire un cadre législatif? Je m'exprime pas bien. C'est plutôt défini à la fin de l'élaboration de la vision. Le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Okay. Mais on va plus loin en impliquant l'Assemblée nationale. Okay. Actuellement, l'Assemblée nationale a sur sa table une loi cadre, la loi cadre sur la planification et l'évaluation des politiques publiques qui permet d'encadrer l'action publique, l'action gouvernementale. Est-ce que vous voyez? De sorte que une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, lorsque vous prenez les rênes du gouvernement, vous êtes obligé d'appliquer ce qui a été écrit dans cette loi-là. Et cette loi-là permet en fait de définir deux facteurs de bonne gouvernance. Okay. Premièrement, la planification et deuxièmement, l'évaluation. Donc, inculquer dans tout gouvernement, quel que soit le gouvernement qui viendra, la culture évaluative pour permettre à ce que nous puissions avoir des données probantes qui seront nécessaires à la prise de décision éclairée. Donc, c'est vraiment ça l'ambition du gouvernement, projeter le Bénin sur le long terme, mais avec un cadre qui est formel, un cadre qui nous permet d'aller réellement, de pouvoir visualiser nos réalisations. D'accord. Je prends le contre-pied d'une question que j'avais posée donc au début, pour revenir maintenant et vous dire, mais tout ce que vous dites là, est-ce qu'on peut l'élaborer? Parce que nous sommes à la veille de 2024 là, donc on peut dire que pour achever donc la vision 2025, c'est 1 an. Dans 1 an, on doit pouvoir achever cette vision-là. Est-ce que vous pensez qu'en 1 an, on peut véritablement définir tout ce que vous êtes en train de dire là? 1 an, c'est un peu limite, puisque la vision, normalement, prend fin décembre 2025. Donc, on a pratiquement 2 ans. Okay. 2 ans pour l'élaborer, c'est plus que suffisant. C'est possible de le faire. Et les équipes, je vous ai dit qu'il y avait trois étapes. La première étape étant bouclée, nous sommes à plein fouet dans la deuxième étape et les équipes sont mobilisées. D'accord, la direction générale... Pour entamer l'élaboration. Oui, la direction générale de politique de développement du ministère du Développement est à cheval là-dessus. Et les consultants, d'accord, qui sont sur le travail, vous devez le savoir, c'est le ministre Antonin Dosso qui est dessus, avec une belle équipe d'experts. Donc le travail va aller très vite, de façon très efficace et impliquant tous les Béninois. Tous les Béninois, vous donnez l'assurance. Société civile, acteurs politiques de l'opposition, de la mouvance. Tout le monde sera. Les journalistes, j'insiste là-dessus, parce que nous aussi, on veut savoir. La vision 2060 commence à prendre en compte les médias. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Vous serez notre avocat Non, je n'ai même pas besoin d'être votre avocat. C'est déjà compris, M. Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais donc dire aux auditeurs que l'heure a sonné. Et ils peuvent nous appeler. Les numéros sont connus, 40 11 17 18. Ou le 50 52 52 73. Vous pouvez laisser ici aussi vos questions via WhatsApp si vous ne trouvez pas la ligne 50 52 52 73. Le standard est donc ouvert. Nous continuons ici en attendant de recevoir le tout premier intervenant du jour pour poser la question qu'il faut. Alors, quelle sera la valeur ajoutée
d'une vision à l'échelle 2060 pour le développement de notre pays. Quelle sera la valeur ajoutée? Après avoir fini tout ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui se mijote en quelque sorte? Ce qui se mijote. Je pose des questions difficiles. Vos questions sont tendancieuses, monsieur Naou. Allez-y seulement, allez-y. Mais je vais rester technique. Toujours. D'accord, oui, je vais rester technique. Donc, oui. De façon pratique, il est courant qu'une vision soit définie sur une génération. D'accord. 2025, c'était sur 25 ans, donc 2000 à 2025. Et cette fois-ci, nous avons décidé de faire sur 35 ans pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, la vision, ce temps assez long va offrir quoi? Va permettre d'avoir une large marge de manœuvre pour tous les différents acteurs, aussi bien pour l'État que les acteurs non étatiques. D'accord? Pour l'État, faisons un petit calcul, en 35 ans, il y aura au moins 7 gouvernements. Oui, c'est bien ça. Donc, pour tous ces États-là, et pour tous ces États qui se succéderont, ça sera important d'avoir une orientation stratégique et suivre cette orientation stratégique-là. Pour les acteurs non étatiques, et quand je dis acteurs non étatiques, c'est le secteur privé, par exemple, ça va leur permettre, une vision si longue, va leur permettre de définir des stratégies d'entreprise pour pouvoir créer plus de valeur ajoutée. Pour les organisations de la société civile, c'est de pouvoir faire la veille citoyenne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous serez en mesure de questionner le gouvernement sur ce qu'il a fait ou ce qu'il devrait faire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire parce qu'il n'y avait pas un cadre qui nous le permettait. Après la vision 2020-2060, c'est ce que cela va permettre. Et ensuite, pour les acteurs, les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, ça va leur permettre de définir des stratégies d'assistance à notre pays un peu plus encadrées, un peu plus longues, donc un peu plus, est-ce que je vais dire résilient? Oui, pourquoi pas? Résilient et adapté à notre vision. Pourquoi je dis ça? Généralement, les PTF s'adaptent en fait à la dynamique qu'il y a dans le pays. Et généralement, lorsqu'ils sont beaucoup plus sceptiques, à chaque fois, lorsqu'il y a une élection, vous allez remarquer qu'ils font une pause. S'ils devaient investir, s'ils devaient faire quelque chose, ils prennent une pause pour voir comment est-ce que la situation va se passer. Est-ce qu'il n'y aura pas des émeutes et tout avant? Même les investisseurs étrangers, c'est pareil. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Tout à fait. Mais avec cette vision-là, puisqu'il y aura une stabilité, une durabilité dans les actions à mener, donc ils n'auront plus cette crainte-là, ils pourront définir des programmes beaucoup plus structurants pour notre pays, le Bénin. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Nous attendons donc les auditeurs qui veulent bien participer à cette émission avec nous. Je dis que le standard est ouvert, 40 11 17 18, ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser votre message sur Radio Cotonou, et j'ai déjà en premier qui a laissé un message par ici. Il dit bonjour Radio Cotonou, je suis bonjour docteur Besson, voilà. Merci pour votre banque d'informations que vous mettez à notre disposition. Quels sont les gains qui pourraient être ceux de la jeunesse et de la femme d'ici à 2060? C'est la première question. Si vous pouvez répondre, le temps que je pose, je crois qu'il a laissé 3 questions. Oui, allez-y. Je vous remercie, je remercie l'auditeur pour cette belle question. Oui. Ce que la jeunesse peut attendre. Je précise que c'est Distel Amoussou. Distel. C'est un journaliste, un consultant média qui pose des questions. Donc, vous pouvez y aller dans les réponses. Oui. Monsieur Distel Amoussou. On me signale qu'il y a un intervenant en ligne. On va le prendre d'abord. Priorité au direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? C'est monsieur Adjaki Djebazi qui est au bout de la file. D'accord. Monsieur Adjaki Djen, nous vous écoutons. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous remercie beaucoup. La façon dont vous parlez, ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce que je voudrais vous demander, quand est-ce que vous avez conseillé les ministres? Parce que j'ai des enfants qui sont déjà finis à l'université, les financiers, depuis le temps de Yahi, il n'a pas trouvé de quoi faire.
Et maintenant, il a passé concours douane au temps de Yahi. Il a admis et ils ont affiché le nom. Et quelques jours après, ils ont encore enlevé. On ne comprend plus rien. Maintenant, le jeune qui a déjà 30 ans passé, qui dort à la maison, et quand est-ce qu'il va réaliser quelque chose dans sa vie? Moi qui est là maintenant, je suis simple conducteur de taxi de Cotonou. Je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai jamais gagné 100 francs dans la caisse de l'État. Pourtant, je supporte notre gouvernement qui est là aujourd'hui. On peut écrire président Talon derrière moto. Ça veut dire sur moto. Je suis très d'accord parce qu'il travaille, il fait beaucoup de choses, c'est ce qu'on veut dans le pays. Donc il manque seulement que le concours, seulement c'est tout ce que je voulais vous demander parce que les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir quelque chose. Je voudrais vous demander pardon de toucher le ministre pour faire quelque chose pour les enfants d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, un autre intervenant, on le prend. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Monsieur Richard Dazon. Richard Dazon, G-A-Z-A-L. Ok, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier le professeur Vincent, qui est une valeur sûre pour la nation. Je la remercie d'abord pour sa présentation, pour la très bonne présentation de la vision. J'ai quelques questions. Allez-y rapidement. La première, c'est que dans 2 ans ou plus, on aura terminé la première vision, qui est la vision à l'AFIA 2025. Et je pense qu'à l'évaluation, on verra que cette vision peut-être a été mal projetée. Peut-être qu'elle n'a pas été trop inclusive. Ou peut-être que le cadre institutionnel qu'on avait associé n'était pas adéquat. Parce que visiblement, les attentes de la vision à l'AFIA 2025, c'est que on l'avait projeté, ne pense pas porter ses fruits comme cela se doit. Ma question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin que nous projetons, le Bénin que nous voulons avoir pour nos enfants, c'est un Bénin qui doit continuer par projeter des visions qui n'ont pas une valeur constitutionnelle. Il est vrai que le professeur a dit tout à l'heure que les dispositions sont prises pour que, peu importe les pouvoirs publics qui se succèdent, cette vision restera d'actualité. Mais est-ce que le cadre de la loi dont elle parle suffirait pour que cette vision... Donc si je comprends bien votre question, hein, vous voulez savoir comment on peut imposer la vision 2060 à tout le monde, c'est ça? Bien sûr, au-delà de ça. Oui. Est-ce qu'il ne faille pas quand même passer l'étape de la loi pour intégrer... L'adopter, comment dirais-je, à l'Assemblée nationale, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ok, allez-y. Il ne faut pas aller au-delà de la loi. Ok. Imposer cette vision à tous les gouvernements qui vont succéder à la tête de notre pays dans notre constitution. D'accord. Est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui intégrer cette vision qui, à l'horizon 2060? En fait, constitutionnaliser la vision, c'est ça? Constitutionnaliser la vision pour que, peu importe le pouvoir qui vienne, et cela pose la question de l'inclusivité de cette vision. Est-ce que cette vision prend en compte la préoccupation de toutes les couches? D'accord. Merci beaucoup à vous. On a un autre auditeur qu'on va prendre pour pouvoir poursuivre cette émission. Merci. Vous me recevez? Oui, bonjour. Monsieur Naoum, notre Alain Focard de Bénin. Merci. Paul Chaudaton. Paul Chaudaton. Salut votre invité. Hein. Nous vous écoutons. Ma première question pour notre chère dame. Vous connaissez le prochain président de la République? Non. Monsieur Namoua a cité son nom tout à l'heure. Ah bon? Oui. Il ne recule devant rien. Et tout ce qu'il prend dans la main est positif. Il s'agit de Piotané. Et je voudrais inviter son excellent Patrice Talon ce matin. S'il veut que quelqu'un le remplace là, pour sa vision bon, du développement. c'est pas la tribune. Non, c'est pas la tribune. C'est pas la tribune pour faire ce que vous faites là. Allez-y à votre question, je vous en prie. C'est mieux, quoi. C'est mieux, Paul Chaudaton. Oui. C'est
dit, ceux qui sont en train de préparer actuellement est partagé par nous, les vrais Béninois, qui ont le vrai sens du développement. Donc rien ne doit les arrêter. D'accord. Ils doivent aller jusqu'au bout. Okay. C'est ce que je voudrais, c'est ma contribution de ce matin. Merci. Jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre contribution. On va espérer d'autres intervenants. Sinon, on reviendra au plateau ici pour poursuivre la réponse donc aux questions qui sont posées. Il y a quelqu'un au bout du fil. On va le prendre. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Mathieu Rontonon, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. D'accord. Je l'ai écouté religieusement. Et moi, mes questions, la toute première est celle-ci. La vision est venue à la FIA 2025. 2025. Est-ce que l'état des lieux est fait? Nous voudrions en savoir parce que c'est vrai, c'est une projection. D'accord, mais quel est le résultat ou quels sont les résultats dans les secteurs primordiaux qui ont été faits? Nous voudrions en savoir. C'est ma première préoccupation, puisque jusque-là... Allez-y directement sur les préoccupations, parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir répondre après. Oui. C'est ça. Je voudrais en savoir, comme d'autres Béninois, l'état des lieux. D'accord. Maintenant, pour cette fois-ci, 2060, qui vient d'être lancée dans tous les secteurs, quelle est la place qu'occupe ou bien qui est réservée pour la liberté, surtout au niveau des organes? Ça c'est la deuxième question. La troisième, la jeunesse. Puisque moi j'ai écouté religieusement du début jusqu'à la fin de l'émission, mais je n'ai pas noté grand-chose dans ce secteur. D'accord. La jeunesse. D'accord. Merci. Et la pauvreté également. Qu'est-ce qui est prévu dans ce registre-là? D'accord. Merci beaucoup et bonne émission. Merci. On va prendre le tout dernier intervenant et commencer à répondre aux questions, sinon on n'aura plus du temps pour pouvoir répondre. Si quelqu'un se positionne, on va prendre, je donne 30 secondes, le chrono est amorcé. Si quelqu'un appelle tout de suite, on va le prendre, sinon on revient au plateau pour pouvoir répondre aux questions. Vous êtes sur Radio Cotonou, c'est la 94.3 et l'émission c'est Franc-Parler. Oui, la dominicale de vérité qui vous permet de tout savoir. Et donc, on dit merci à tous ceux qui nous ont appelés. Oui, il est là? Ok. Le dernier intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur. Merci d'arrêter votre pause radio, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. D'accord. Votre nom? Monsieur Bello Bouraillon. Nous vous écoutons. J'ai tendance à écouter tous ceux qui ont parlé, à leur dire simplement qu'ils sont allés dans le sens politique. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Les Béninois ont tendance à tout mélanger. Il y a des vrais sujets sur lesquels nous devons nous baser pour que le vrai développement de ce pays avance. Ce n'est pas bien que dans ce genre de débat, que des gens viennent parler des hommes politiques. Ça n'honore pas même le peuple, ça n'honore pas la jeunesse, ça veut dire que le sujet n'est pas du tout important. Il va falloir que les auditeurs essaient de réfléchir sur ce qu'ils veulent dire réellement avant de monter sur une scène. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci pour votre participation, votre complément donc à cette émission, votre contribution que nous saluons d'ailleurs. Nous allons poursuivre maintenant. On va commencer à répondre aux questions. Je commence par la question d'Istel Amoussou. Il est le premier à nous envoyer ses questions via WhatsApp. Il demande quels sont les gains pour la jeunesse et la femme. Regardez dans la caméra. Je vous remercie. Allez-y. Oui. Pour la jeunesse, ce qui sera fait, la vision sera pensée, construite pour permettre, d'accord, à la jeunesse d'avoir accès à un emploi
et à un emploi décent. Parce que ça rejoint la question de M. Adjakidje, qui dit j'ai des jeunes à la maison, des jeunes de 30 ans qui sont à la maison et qui n'ont pas à faire. Effectivement. Oui. Cette problématique-là est d'actualité et le gouvernement du président Talon a effectivement pris à bras le corps cette problématique en élaborant la stratégie sur l'enseignement technique et la formation professionnelle pour changer le paradigme. En fait, le constat était quoi? Que 5% des jeunes, seulement 5% des jeunes inscrits à l'université sortaient dans les domaines professionnels, dans les domaines techniques. Et le reste, c'était vraiment dans l'académie. Avec cette stratégie-là, les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir changer la tendance, orienter les jeunes vers des formations techniques en lien avec la demande du marché. Remarquez sur même la zone économique de Glodjigbe, il a été difficile pour certains industriels de trouver la main-d'œuvre parce qu'il n'y en avait pas. On a dû importer la main-d'œuvre de l'Inde, du Togo, tout près ici, pour pouvoir combler cette demande-là. Les jeunes, d'accord, béninois n'étaient pas qualifiés pour des postes donnés. Pour ces postes-là qui nécessitaient une technicité ou un professionnalisme donné. Vous allez remarquer le programme Azoli. Azoli est vraiment dans cette tendance-là où on prend des jeunes. Piloté au niveau de la NPM. Exactement. On les prend, on les forme. Okay. Et pendant qu'ils sont formés, ils sont payés avant maintenant de rentrer en fonction. C'est vrai que ça ne résout pas toute la problématique, mais ça permet quand même d'apporter un souffle. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui sont pris dans ces programmes-là pour pouvoir le faire. Au-delà du programme Azoli, il y a le programme PSIE, il y a le programme Prodige. Et ce sont des programmes qui permettent justement à ces jeunes-là de s'insérer dans le monde de l'emploi. Et des efforts continuent d'être faits. Aujourd'hui, le gouvernement s'est lancé dans la construction de près de 30 lycées agricoles. Nous sommes riches sur notre sol, mais les moyens, d'accord, pour l'exploitation de notre agriculture sont restés rustiques, sont restés non modernes. Or, aujourd'hui, les choses évoluent et les choses évoluent très vite. Et ces lycées techniques qui sont en construction seront dotés de moyens pour permettre vraiment à nos jeunes de sortir de là, non seulement d'être directement employables, mais aussi de pouvoir employés. Donc nous sommes dans cette dynamique là et les jeunes ne sont pas du tout oubliés et nous espérons que à l'élaboration de la vision, une vision claire par rapport à l'emploi des jeunes sera définie et les moyens pour y arriver seront définis. Et quant à la femme, c'est justement la promotion de la femme et nous voyons déjà des pas marqués dans ce sens avec la mise sur place de l'Institut national de la femme qui fait aujourd'hui beaucoup pour les droits de la femme, pour la protection de la femme, pour les violences faites basées sur le genre. Il y a aussi des actions en faveur des enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les jeunes de demain. C'est les jeunes de demain, pourquoi pas les parents de demain. Et si on construit de bons enfants bien éduqués, sains, c'est notre capital bien formé. Merci, c'est le capital humain du Bénin qui est comme ça enrichi. Et cette vision-là va prendre en compte tous ces aspects-là. Nom de Dissela Moussou qui rejoint d'ailleurs la question de frère Richard Ganzon, si j'ai bien noté son nom. Quel pourrait être le mécanisme pour la sécurisation de la nouvelle vision prospective 2060? Le mécanisme pour la sécurisation, nous y avons pensé. Donc, il est ressorti de l'évaluation du système, de notre système de planification et d'évaluation, qu'il y avait ce manque-là. Il y avait ce point inexistant. Donc, c'est pourquoi nous avons élaboré au niveau du ministère du Développement la loi cadre et qui est en cours d'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui va permettre non seulement de capitaliser sur les acquis, mais d'inculquer
d'accord, la culture de l'évaluation. C'est important de revenir dessus parce que si nous n'avons pas cette culture de l'évaluation, nous ne saurons pas où nous sommes en train d'aller. Nous pouvons faire une action, mettre en œuvre une mesure, mais si on ne s'assoit pas à un moment donné pour l'évaluer, pour la mesurer, pour évaluer son impact, on ne saura pas sur quel levier agir pour pouvoir avancer. Donc c'est tout cela que nous allons prendre en compte à travers cette loi-là, et ça va imposer à chaque gouvernement qui vient de pouvoir non seulement planifier, donc définir les plans nationaux de développement, et ensuite de définir les stratégies, de définir les programmes d'action et de pouvoir s'y atteler tout en s'orientant vers la vision. Est-ce que c'est possible de constitutionnaliser? Parce que Richard Ganzon dit, est-ce qu'on peut constitutionnaliser la vision? C'est trop poussé, non? Ou bien... Je ne dirais pas que c'est trop poussé, mais à l'étape des réflexions aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. D'accord. Une chose après l'autre. Pour le moment, nous voulons faire l'élaboration. L'élaboration. Après l'élaboration, les politiques vont prendre la main et on verra bien. On verra bien. C'est bien ça. Pour le moment, si la loi 4 passe, ce sera une vraie avancée. La loi 4 passe, c'est voté, ça sera une vraie avancée. Et c'est en cela que j'interpelle les hommes de médias que vous êtes pour faire la veille citoyenne, pour rappeler aux gouvernants à chaque fois qu'ils seront à la gestion du pays. Pour ça, il faut nous donner à manger correctement. Parce qu'on a faim. Vous êtes bien nourris, M. Naou. C'est vous qui le dites. Donc, c'est en cela que nous attendons la société civile pour dire non, ça, si, et pour faire avancer, cela va permettre de faire avancer le pays. Je voudrais reprends la dernière question d'Istelle Amoussou qui dit: irons-nous vraiment au redimensionnement du curricula de formation pour les jeunes et permettre au Bénin d'avoir une main-d'œuvre utile pour le développement du Bénin? Bien sûr. Oui. Bien sûr, et les prémices sont déjà là avec la stratégie qui va bientôt prendre fin. C'est 2021, 2025, je crois. Donc, la stratégie est en cours. Le gouvernement Talon est vraiment dans cette dynamique-là. D'accord. Il y a une question qui est venue sur... Il y a Mathieu Rontonou, par exemple, qui a parlé. Est-ce qu'on a fait l'état des lieux pour 2025 à la FIA 2025, bien sûr qu'on a fait l'état des lieux. C'est d'abord ça fait partie de la première activité de l'état préparatoire. Évaluer. Mais il fallait communiquer abondamment dessus. Bien sûr, ça a été fait. Je ne sais pas si vous avez été à la cérémonie de lancement où nous avons projeté de façon vraiment succincte les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici. En fait, la vision à la FIA 2025, c'est bien pensé. D'accord. D'accord. Si vous me permettez, je vais la lire. Allez-y, rapidement. La vision disait ceci. Au niveau du micro. Oui, la vision disait ceci. L'image du Bénin en 2025 est celle d'un pays phare, d'un pays uni, d'un pays bien gouverné, d'un pays de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Vous voyez, il y avait 5 piliers. Piliers gouvernance, économie et tout. Et cette vision-là devait être opérationnalisée au travers de 3 plans nationaux de développement. Le premier sur 2000 à 2010, le deuxième sur 2011 à 2020 et le dernier sur 2021 à 2025. Mais jusqu'à l'arrivée du gouvernement Talon, il n'y avait aucun plan national de développement qui avait été établi. C'est pourquoi en 2016, nous avons établi la vision et le PND 2018-2025 qui couvre le reste de l'année. Et grâce à ce PND-là, nous avons pu récupérer ou rattraper un certain nombre. Je disais tout à l'heure que nous avons atteint, si ce n'était pas les chocs exogènes, on a eu Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la fermeture des frontières au Nigeria. On était vraiment dans cette perspective-là d'atteindre les 10%. Vous voyez un peu. Mais nous avons pu atteindre 7,2%. Et depuis 2016, nous sommes au-dessus de 6%. Malgré qu'en 2019, nous sommes redescendus à environ 3,2% à cause de la Covid. Nous avons, grâce à l'opérationnalisation du PND, nous avons pu
obtenu un résultat qui a permis de voir une régression du taux de pauvreté. En 2015, c'était à 39,3%, environ 40%. D'autres vous diront non, hein, parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas cessé de le chanter, de le proclamer. Non, ça se discute, mais je vais y revenir. Ça, c'est des résultats probants. C'est pas moi qui le dis. Toutes les organisations internationales sont d'accord pour dire voilà les résultats, et vous allez remarquer l'engouement de ces institutions internationales vis-à-vis de l'accompagnement qu'elle peut offrir au Bénin pour son développement. Je veux parler du FMI, de la Banque mondiale, avec le fonds qui est actuellement en cours de mise en œuvre par le FMI en faveur du Bénin. Donc c'est pour dire qu'il y a des résultats bien probants qui sont là, qui n'apportent pas, qui n'invitent pas au débat. Mais au-delà de cela, il y a d'autres réalités qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi justement le gouvernement du président Talon ne cesse de mettre en œuvre tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir assurer le bien-être social des Béninois. Donc les résultats, les résultats de la vision à l'AFIA 2025. Comment on peut les avoir? On peut les avoir. Ça sera bientôt mis à disposition. C'est en cours de finalisation. Sinon, on a déjà les grandes lignes de ces résultats-là. Et pour vous faire une lecture rapide de ces résultats-là, on peut dire que les résultats sont mitigés. Oui, les résultats sont mitigés parce qu'il y a eu un certain nombre d'insuffisances. Je peux citer quelques-uns. Allez-y. Premièrement, il y a eu un non-respect de séquences établies pour l'opérationnalisation, comme je vous le disais. On devait avoir 3 PND, on n'a eu qu'un seul. C'est avec ça qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Deuxièmement, il y a une faible application des outils de planification. Vous comprenez pourquoi je insistais aujourd'hui sur les outils de planification, parce que ça a été vraiment un manque. Ensuite, inexistence d'un cadre institutionnel légal qui permet de coordonner toute l'action publique. Aujourd'hui, nous avons ce cadre institutionnel qui est qui est le ministère du développement, donc qui permet vraiment de définir une cohérence dans toute l'action gouvernementale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau du ministère du développement, nous avons la plateforme e-coordination qui permet de suivre tous les projets par ministère sectoriel, tous les projets mis en œuvre aujourd'hui, et savoir où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement et pouvoir agir sur les leviers pour pouvoir lever ces goulots-là rapidement. Aujourd'hui, tout cela est fait au niveau du ministère du développement et de la coordination. Il y a eu une faible communication au niveau de la vision à la FIA. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré mes jeunes frères de 20, 25 ans, 30 ans même, des fois, quand je vous leur dis, vous connaissez la vision 20-25 non. Les plus cultivés vont vous dire, oui, j'en ai entendu parler, mais vaguement, je ne sais pas exactement ce que... Aujourd'hui, nous devons... cette vision 2060 va permettre vraiment de résoudre ce problème-là. De sorte que chaque Béninois, même un enfant qui commence à peine à parler, lorsqu'on lui dira la vision 2060, il serait capable de dire quand même quelque chose là-dessus. Et vous avez remarqué que la vision 2025 que j'ai lue tout à l'heure est longue. C'est compliqué pour quelqu'un avec tous les soucis que nous avons aujourd'hui, avec les problèmes que nous pouvons traverser dans la vie, de se rappeler de tout cela. Et nous voulons vraiment, dans cette dynamique-là, définir une vision qui sera facile, qui soit inculquée dans notre mindset et qui va nous permettre de vraiment visualiser le Bénin ensemble. Nous voulons prendre l'exemple sur le Japon. Par exemple, la vision du Japon, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours premier. C'est tout. De sorte qu'il s'arrange, donc dans tous les domaines, il veut être premier. Donc nous travaillons à définir une vision qui soit claire, de sorte qu'on interroge n'importe qui, voilà où on veut aller et on va y travailler. On veut faire tel nombre de kilomètres de voies, on veut produire tel nombre de capacités énergétiques dans notre pays autres. Oui, et parlant même d'énergie et de capacité énergétique, ça me fait penser tout de suite à l'accès à l'eau potable. D'accord? L'un des résultats probants de la vision 2025, d'accord, après l'opérationnalisation du PNB, c'est justement cet indicateur-là social, je vais dire, qui est vraiment important. Vous voyez, on est passé en 2015 à 40% de population qui avait accès à l'eau potable, aujourd'hui à 80%. Et nous envisageons, avec tout l'audacité qu'on reconnaît à ce gouvernement,
d'aller à 100%. D'accord? D'aller à 100%. Nous avons aujourd'hui... Il y a des robinets qui sont encore à sec. Ça va. Vous avez On a dit 80%. Nous y travaillons, monsieur Naoum. Promis avec la sonnerie va donner de l'eau à tout le monde. Oui. On croise les doigts. On y travaille. Oui. Donc, vous êtes peut-être dans les 20% là, mais d'ici peu, on va atteindre les 100%. Okay. On a parlé, Mathieu Rontonneau a parlé de la place de la liberté de presse dans votre vision 2060. Ça va être dedans? Bien sûr, ça va être dedans. La jeunesse, d'accord. Il a parlé de pauvreté aussi. Tout ça va être dans le document. Oui, en fait, une vision, la finalité, c'est le bien-être social. Si on fait tout ça à la fin, que les gens ont du mal à pouvoir... À joindre les deux bouts. À joindre les deux bouts, à satisfaire les besoins fondamentaux. On va se cacher pour parler dans les groupes WhatsApp et autres au lieu de parler... Ça, je ne saurais le dire, mais la finalité, quand on dit un pays a réussi, un pays est prospère, un pays est développé, c'est justement ça. C'est le bien-être social. C'est pourquoi lors de la formulation de 2025, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été proposés, dont l'un des scénarios, c'était le Tonignon. Mais après le Tonignon, il y a eu le scénario Wahala. D'accord? Il y a eu le scénario Alafia. Tonignon, c'est bon. Le pays doit bien se porter. Le pays doit bien se porter. Ça peut bien se porter si deux personnes se portent bien. C'est pourquoi l'option a été faite d'aller vers le Alafia. Alafia qui est plutôt le bonheur partagé. Et vraiment, on est dans cette dynamique-là. Il faut que vous n'avez pas trouvé de nom encore pour... On est en train de réfléchir. Les apports de toutes les forces vives de la nation sont justement attendus pour trouver une bonne formulation. C'est ça. Un bon scénario qui correspond à toutes nos aspirations. D'accord. Il y a un autre qui a écrit sur WhatsApp, Franck Olou, qui pose donc deux questions. Il dit vision 2060, c'est environ 35 ans dans la vie d'un peuple. La valeur ajoutée prend en compte quel domaine précis? La valeur ajoutée va prendre tous les domaines. Oui. Que ce soit l'économie, le social, que ce soit l'environnement, la sécurité, que ce soit... Rien ne sera oublié. Rien ne sera oublié. Surtout pas avec ces challenges que nous avons aujourd'hui. Quand je parle de challenge, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'intelligence artificielle. Monsieur Naoum, aujourd'hui, ça bouillonne de par le monde de dégâts que peut causer l'intelligence artificielle, notamment dans la destruction des emplois. La vision va se préparer à capacité et anticiper sur cela, de sorte Parce que du jour au lendemain, il y a des gens qui se sont retrouvés sans emploi. Sans emploi. Parce que leur fonction est devenue caduque. Exactement. Exactement. Et en travaillant sur cette vision-là, des mesures qui permettent vraiment de contrer ou de pouvoir mesurer l'avancée. Et s'adapter au fur et à mesure. S'adapter, justement. Il y a une question, il y a une question qui est revenue. Je ne sais pas si c'est vous-même qui l'avez pris. Pourquoi une nouvelle vision? C'est un peu ça, la vision. Au moment où on établissait, où on élaborait la vision 2025, il n'y avait même pas de téléphone. À peine, il y avait quelques-uns qui avaient de gros téléphones. À la maison. À la maison. Non, à ce moment-là, l'éthique n'était pas encore développée. Aujourd'hui, vous voyez un peu on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça n'a pas fini de changer. Si on ne se réadapte pas, si on n'apprend pas à anticiper, on va s'écrouler. D'accord. Alors, deuxième question de l'intervenant, Franck Olou, qui dit quelle astuce pour faire aimer ce projet ou cette vision à tous les Béninois, même le Béninois du Bénin profond? C'est une très belle question. Oui. C'est une très belle question. Et comme je l'ai dit, la vision 2025, il y a eu peu de communication et nous voulons corriger cela avec la vision 2060 où il y aura vraiment la communication. Premièrement, c'est les groupes thématiques. On va s'assurer que les groupes thématiques soient assez représentatifs de la population béninoise. Ça, c'est le premier. Le deuxième... Rien en catimini. Vous dites rien à Katimini. Rien à Katimini. D'ailleurs, on ne fait jamais rien à Katimini, monsieur Naoum. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, tout sera fait. Nous retrouvons dans l'arène subitement et bon, on se pose des questions. Hein. Non, monsieur Naoum. En tout cas, je ne fais que porter la voix des Béninois. En ce qui concerne, monsieur Naoum, cette vision, tout sera mis sur la table. Parce que c'est notre vision, c'est la vision du Bénin, c'est ce que nous rêvons du Bénin. On ne peut pas rêver
vous seul, monsieur Naou, vous rêvez pour le Bénin, ça risque d'être très subjectif. Donc, on veut rêver ensemble. D'accord. Et plus on va impliquer tous les Béninois, plus la probabilité d'atteindre cet objectif-là, cette vision-là, sera plus grande. Donc, c'est totalement bénéfique pour nous, en tant qu'acteurs, de pouvoir impliquer tout le monde. Donc, quand je le disais, c'est au niveau des groupes thématiques, premièrement. Deuxièmement, on va utiliser les réseaux sociaux. On va utiliser les moyens de l'Internet pour vulgariser vraiment cette vision-là, pour que tout le monde soit impliqué. Je pense que je peux m'en arrêter là. Alors, pour finir, j'ai une question pour vous. Quels sont les enjeux pour vous au niveau du ministère du Développement, les enjeux? Aujourd'hui, au niveau du ministère du Développement, sont clairs. Surtout en ce qui concerne la vision 2060. C'est de conduire avec efficacité tout le processus d'élaboration. S'assurer que ce processus-là soit participatif, inclusif. D'accord? S'assurer que tout le cadre institutionnel fonctionne et donne les résultats recherchés. Et construire la vision 2060 ensemble. Définir les moyens de son suivi, les moyens et les outils qui permettent justement de l'évaluer. C'est ce que nous voulons faire. C'est aujourd'hui ça les enjeux du ministère du Développement. S'assurer que tout se passe bien au niveau et justement capitaliser sur les acquis de la vision 2025 à la FIA. C'est important. C'est pourquoi, dans le processus, on a d'abord évalué. On voit ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et on capitalise dessus pour ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord. Et tirer des enseignements, justement. D'accord. Et comment voyez-vous les perspectives, vous, en tant que spécialiste en économie, comment voyez-vous les perspectives pour le Bénin? Les perspectives... Elles sont bonnes? Les perspectives peuvent être jugées bonnes. Parce que ces dernières années, le Bénin a été éprouvé. Il y a d'aucuns diront même que ce gouvernement, en termes de choc extérieur, a été le plus malchanceux. Ah bon? Parce qu'au cours de ce mandat, nous avons eu fermeture des frontières du Nigeria. Ça a fait baver beaucoup de gens. Effectivement. Il y a eu Covid. On aurait pu, avec la Covid, parce qu'après la fermeture, c'est presque dans la même période qu'il y a eu l'avènement de la Covid. On aurait dit que le Bénin, les gens même avaient pronostiqué que c'est fini pour le Bénin, l'économie béninoise serait à terre, mais c'est faux, au contraire. Il y a eu la résilience. Il y a eu une résilience. Et avant la résilience, il y a eu l'adaptation dont a su faire preuve le peuple béninois face à ces contraintes-là. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire. D'accord? La Covid, on s'attendait où tous les autres pays avaient des taux de croissance négatifs. Nous, on est sorti avec un taux de croissance positif et l'un des plus importants de la zone. Avec la crise sanitaire, partout où les autres pays ordonnaient la fermeture des frontières ou le confinement total, le Bénin s'est assis. C'est l'un des rares pays, d'accord, à avoir défini un document, avait élaboré un document de stratégie pour contrer la crise sanitaire. Et ce qui a fait qu'on n'a pas fait du copier-coller. On ne s'est pas alarmé, mais on a dit voilà ce que nous avons. Voilà notre économie. Mais vous avez prévu des fonds aux gens et les gens n'ont pas eu. Il y a des artisans qui réclament sur nos antennes fonds Covid. Il y a des militaires ou des anciens policiers qui réclament fonds Covid. Comment vous avez fait? Vous n'avez pas distribué les fonds? Non, les fonds. Ou bien vous avez envoyé ça ailleurs? Non. Monsieur Naou, vous êtes en train de faire de leur sujet. Non. Je profite de l'occasion pour apporter la réponse à mes auditeurs. Vous pourrez m'inviter une autre fois pour parler des fonds Covid. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il faut reconnaître vraiment cette force du gouvernement Talon qui n'a pas fait dans du copier-coller, mais qui est parti avec l'existant. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour définir ses propres mesures. Donc là où les gens faisaient le confinement total, nous n'avons pas fait confinement total, confinement partiel, et ça nous a permis de rester résilients. D'accord. Est-ce que vous voyez? Dans les perspectives, aujourd'hui,
Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les contraintes sont toujours là. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a créé d'abord l'inflation que nous avons pu contrôler. Ensuite, sur le marché financier, les taux d'intérêt se sont envolés, ce qui rend aujourd'hui l'argent très cher sur le marché financier. Mais le Bénin continue de tenir. D'accord. Aujourd'hui, il y a la contrainte liée aux produits pétroliers qui est là. Aujourd'hui, il y a les contraintes du développement de l'Internet avec l'intelligence artificielle, comme je le disais tout à l'heure. Mais avec toutes ces perspectives-là, avec toutes ces contraintes-là, quand nous projetons, le Bénin n'est pas à tous les moyens, à toutes les capacités de pouvoir avoir une... Votre mot de fin pour finir cette émission. C'est vite passé, je n'ai pas vu le temps passer. Mais j'ai envie de citer deux paroles, deux citations que rapidement. Le ministre d'État aime dire. Il dit souvent, si vous ne planifiez pas votre avenir, vous planifiez votre échec. Deux, il dit, la meilleure improvisation est celle qui est préparée. C'est pour dire, si nous aspirons au développement du Bénin, 100 ans après les indépendances, c'est aujourd'hui que ça se prépare. D'accord. Ce n'est pas demain. Et aujourd'hui, le gouvernement du président Talon est prêt à mettre les moyens, aussi bien matériels, financiers et humains, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, cette vision. Et nous appelons ici tous les Béninois à s'impliquer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire porter ses aspirations, pour pouvoir donner son avis afin que nous puissions aller vers ce Bénin-là, révélé, rayonnant, prospère à tous égards. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Eudoxie Bessan Ayedou. Vous êtes conseillère technique à l'économie du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et pour la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne journée dominicale à vous. Franc-Parler